ce webinaire dédié à l'électronique de puissance et notamment ce qu'on voulait faire aujourd'hui, c'est mettre en avant les offreurs de solutions de la filière électronique pour le marché automobile. Donc on aura aujourd'hui deux interventions plénières avec Rémi Bastien, qui est directeur du programme électronique de puissance pour les filières automobiles et électroniques, et puis Thierry Tingot, qui est président du CSF électronique. Donc de 10h à 10h30. Ensuite, de 10h30 à 11h30, une table ronde dédiée aux modules de puissance et contraintes de conception des composants associés, animée par Pascal Coutances, qui est directeur de la rédaction de vipresse.net, avec, vous le voyez, donc 5 interventions de Elvia PCB, Mersenne, Renault, ST Microelectronics et Valeo. Et nous enchaînerons ensuite avec le Tech Show proprement dit, donc avec plusieurs sessions en parallèle, dont vous voyez le planning ici. Donc on vous a envoyé tous les liens de participation, donc, puisque vous voyez qu'on a 4 canaux. Et donc à noter, comme je vous le précisais ce matin dans mon mail, un ajout de 12h30 à 13h30 avec l'intervention d'Apsi 3D sur le canal 1. Et donc toutes les autres informations, vous les aviez déjà auparavant. Je laisse la main maintenant donc à Rémi qui va poursuivre sur cette introduction et sur le contexte. Rémi, je te laisse la main. Merci, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me réjouis de cette journée là qu'on a souhaité monter, notamment avec Gilles Rizzo d'Axiel, de façon à bien connecter les concepteurs des systèmes, qu'ils soient côté constructeur ou bien équipementier de rang 1, avec ceux qui innovent dans les composants, notamment. Je pense que vous voyez mon écran. Oui, c'est bon, Rémi. Oui. Très bien. Donc, je vais faire ça. Voilà. Donc là, je vais, en guise d'introduction, je voulais revenir sur une intervention que j'ai pu faire récemment à la FIEC pour montrer comment l'électronique de puissance a de forts enjeux business, mais aussi en termes d'innovation, de façon à ce qu'on cadre un petit peu notre journée. Alors d'abord, ça c'est quelque chose que vous devez connaître un petit peu maintenant, c'est que c'est l'électronique de puissance. C'est un champ de valeur important puisque ça représente sur les voitures modernes, donc qui sont électrifiées, soit hybrides ou électriques, entre 300 et 1000 euros par voiture. Donc il est fondamental d'être aux meilleures performances sur ces systèmes. C'est deuxièmement un secteur en pleine mutation puisque les volumes de vente de véhicules électrifiés vont être multipliés par 7. Pendant qu'il y a une mutation technologique importante dans l'électronique avec la mutation vers les wideband gap, donc sur la même décennie. Et c'est donc maintenant qu'il faut prendre les bons aiguillages. Et la bonne nouvelle, c'est que la France dispose de bons atouts, à la fois côté industrie et côté recherche, et qui sont déjà à l'œuvre. Et le plan de relance que vous connaissez est une belle opportunité pour localiser en France. Et l'ambition du programme, donc sur les deux filières, c'est de prendre plus de 25% du marché, enfin du business Europe en 2030, ce qui représentera plus de 2,5 milliards. Je vais développer un petit peu ces deux points avant de revenir sur le côté innovant. Donc la première chose, c'est sur le marché, proprement dit. La pression qu'il y a sur le CO2 pour le secteur automobile conduit à ce que 100% des véhicules qui seront vendus en 2030 soient électrifiés, donc xEV pour mild hybride, full hybride, hybride rechargeable ou véhicule électrique. Donc ça veut dire que tous ces objets auront au moins un onduleur, au moins un convertisseur DC-DC. Ensuite, la part de 48 volts et plus haute tension, donc 200, 400, voire 800 volts, peut bouger, hein, mais ils auront tous un onduleur et un DC-DC. Et puis, on pense qu'il y aura au moins le tiers du marché qui sera rechargeable, donc qui comportera aussi un on-board charger à bord. Le deuxième point que j'évoquais dans l'intro, c'est que l'électronique de puissance va, dans la même période, vivre une révolution technologique avec les wideband gap.
Donc, je vais peut-être mettre le pointeur, ce sera plus facile. Excusez-moi. Hop. Oui. Donc, sur cette planche, il y a deux axes. La capacité de commuter en fonction de la fréquence et puis la capacité de piloter de la puissance. Donc, le silicium est très présent en électronique de puissance avec les IGBT et les MOSFET. Et en fait, l'arrivée des grands gaps, le SiC et le GaN, bon, le GaN va permettre de multiplier par 10 la fréquence possible, mais dans des gammes de tension qui sont aujourd'hui assez proches de ce que fait le silicium. Le SiC, lui, a une capacité de piloter des puissances plus élevées et également d'explorer des fréquences supérieures. Donc le bénéfice de ça, c'est qu'on va pouvoir avoir des rendements meilleurs, donc des pertes réduites de l'ordre de 30%, mais une grande compacité puisque ces deux composants peuvent commuter des puissances avec une surface de puce plus faible et donc permettre des systèmes plus compacts et plus légers. Donc meilleur rendement, plus de compacité et avec un coût, on va le voir après, qui sera compétitif. Donc c'est une rupture très importante sur ces domaines. Alors, ça c'est un petit tableau de rappel. Donc la conséquence d'un marché qui sera entièrement électrifié donc en 2030, c'est que le business qui est aujourd'hui de l'ordre d'1,6 milliard va dépasser les 10 milliards. Donc avec l'ambition que j'évoquais tout à l'heure pour la France, d'en prendre un quart. Pour que vous ayez en tête l'ordre de grandeur, le coût de l'électronique de puissance sur un véhicule électrique aujourd'hui, eh bien, c'est à peu près l'équivalent du coût d'un moteur essence complet. Donc, c'est très significatif. Et si nous atteignons notre objectif, et on met tout ça, et on met tout en œuvre pour le faire, il y a un potentiel de plus de 4000 emplois sur la filière automobile, dont vous pouvez considérer que côté filière électronique, il y en a au moins autant. Donc, c'est important pour la filière automobile, mais bien entendu pour la filière électronique dans laquelle vous êtes tous impliqués. Ces deux planches ne s'arrêtent qu'en 2026 ou 2025, mais vous voyez que sur les semi-conducteurs automobiles, la partie puissance devient de plus en plus importante. Et pour les véhicules qui sont électrifiés, ça devient le poste de business le plus fort. Bien entendu, en 2030, ça ne fera que croître et embellir. Alors, notre ambition dans le programme est de s'assurer de couvrir le mieux possible la chaîne de valeur complète. Ça, c'est une planche qui nous vient de la DG Connect. Donc, c'est le triangle inversé, avec ici les marchés finaux auprès des consommateurs. On a matérialisé les projets qui ont été retenus dans le cadre du CORAM l'an dernier. Donc, ce que dit cette planche, c'est que l'Europe a à peu près 25% du marché mondial de l'électronique, mais tout n'est pas homogène, hein. Donc, assez fort dans le bas de la chaîne, dans le haut, mais avec quelques maillons faibles. Et donc, on va s'attacher, avec vous tous, à couvrir le mieux possible la chaîne de valeur pour être homogène. Et comme je le disais, la France dispose d'atouts forts à la fois en recherche, avec plus de 800 chercheurs et 35 laboratoires, et côté industrie, 23 usines et 24 centres R&D, donc on a de très bonnes bases. Alors, la course à la performance, elle est déjà engagée. Vous avez ici une planche qui nous vient de US Drive. Je ne vais pas vous lire tout le tableau, vous aurez les planches disponibles. On voit qu'il y a des enjeux alors, à la fois sur les chargeurs embarqués, les convertisseurs DC-DC et les onduleurs, avec des perspectives de réduction de coûts importantes, de rendement meilleur, donc réduction de pertes, comme je l'ai évoqué, hein, et puis de densité, donc de compacité. Et donc ça, c'est une planche qui doit dater déjà de 2-3 ans. Donc la course est engagée et nous sommes partis pour être des acteurs forts. Alors l'ambition du programme est de viser l'excellence. D'abord l'excellence des produits,
Donc, je reprends les principaux thèmes. Donc, gagner plus de 30% en capacité, plus de 3 points en rendement, donc réduire les pertes de 30%. Simplifier les systèmes. Si on a la possibilité de passer un refroidissement par convection plutôt que liquide, mais ça sera au cas par cas, ça peut être un gros avantage. Et à chaque fois de réaliser le meilleur ratio valeur-coût. Ça, c'est fondamental. Mais ce qui est aussi fondamental, c'est l'excellence des process. Puisque si on veut avoir une industrie présente en France, il va nous falloir être excellent dans ce chapitre-là, avec donc une industrie qui soit donc avec des standards, qui soit modulaire, un process de fabrication qui soit automatisé compte tenu du différentiel de coût du travail, et puis considérer dès le départ le cycle de vie de façon à minimiser l'empreinte carbone et l'impact environnemental, de façon à avoir toutes les raisons de localiser en France. Alors, si on regarde un peu plus la partie innovation, là j'ai repris l'exemple du projet qui a été présenté et retenu dans le cadre du Coram 2020, c'est le projet Renault OneBox. Je pense qu'Olivier Ploy y reviendra tout à l'heure. Donc, en gros, là, c'est construire un dispositif qui puisse, selon les différentes versions, intégrer dans une boîte unique, donc la OneBox, la partie onduleur, la partie chargeur, la partie DC-DC. Et s'il y a plusieurs trains roulants, donc la traction avant et puis l'arbre arrière, hein, et donc avec également tout le pilotage de la batterie. Donc l'objectif du projet de Renault a été présenté, hein, donc c'est de gagner 30% par rapport à la référence actuelle, un meilleur rendement, donc avec des cibles sur chacun des objets, faire un score en coût aussi, de façon à ce que la voiture électrique ou les véhicules hybrides soient attractifs par rapport aux véhicules actuels qui sont thermiques, et puis standardisés. Alors standardisé, ça se traduit par la planche qui est la suivante, qui à partir de cette version enveloppe va pouvoir donner lieu à soit un hybride, un full hybride en dessous, là. Alors, mon pointeur a du mal à me suivre. Soit une version hybride rechargeable, donc qui est en bas à droite, ou la version la plus aboutie, la plus complète, qui est le véhicule 100% électrique, qui peut avoir une version 4x4. Donc l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ait à chaque fois des modules qu'on active ou non selon le projet. Et pour avoir un système performant, eh bien, l'Optimum System requiert l'excellence de l'ensemble des composants de la chaîne, donc les actifs, les passifs, les PCB, les bus bars, le refroidissement, et en fait tous les éléments qui composent ce système. Et à chaque fois, il faut trouver le composant le plus pertinent pour maximiser le système. Donc typiquement, les grands gaps vont permettre de fonctionner, eux, à des températures plus élevées que leurs prédécesseurs IGBT ou MOSFET. Encore faut-il que les autres composants ne soient pas un maillon faible, par exemple. Alors, en termes de standardisation, c'est un axe fort du programme. Donc, on a... Pardon ? Ouais. Si les autres personnes peuvent couper leur micro, merci. Donc, le programme a cherché aussi à promouvoir des standards. Donc, on avait exploré différents éléments qu'on peut standardiser. Comme il faut éviter de se disperser, on a choisi de se concentrer sur le module de puissance des onduleurs, puisqu'il représente plus de 30% de la valeur d'un onduleur. On a pensé que c'était un échelon sur lequel il y avait le plus de potentiel de le faire assez vite. Et d'ailleurs, les modules de puissance, ça c'est une planche qui nous vient de Yole, organisme bien connu qui assure le benchmark de tous les systèmes électroniques. Je ne vais pas vous commenter toute la planche, mais on voit que depuis maintenant 5 ou 6 ans, il y a eu beaucoup d'initiatives qui ont été prises et il y a sur la table pas mal d'alternatives possibles
qui présentent chacune des performances ou des ratios valeur-coût plus ou moins attractifs. Donc, c'est bien un sujet sur lequel il y a un potentiel d'aboutir à un standard. Alors, les wide bandgap vont jouer un rôle essentiel, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Hein, c'est eux qui vont finalement permettre ces gains en performance élevés. Ce que l'on pense, c'est qu'il y aura coexistence du silicium et des grands gaps. En fait, pour tout ce qui va être onduleur basse puissance, les IGBT vont garder leur place. En revanche, dès lors qu'on voudra atteindre des onduleurs de forte puissance ou des step-up, le SiC est déjà mature et va permettre de faire une percée importante. Et puis, pour les chargeurs, les DC-DC, on pense que le GaN, avec sa capacité de fonctionner à des fréquences beaucoup plus élevées, a un gros potentiel. Donc, c'est dans un premier temps la façon dont ces composants GaP vont trouver leur place. Alors, ils ont déjà entamé leur courbe d'apprentissage, hein, puisque à chaque fois, la dimension économique est très importante. Alors, sur cette planche où j'ai enlevé les échelles, puisque c'est la source que j'ai utilisée n'est pas publique. Alors, vous avez deux échelles. Les histogrammes donnent le coût des wafers, tandis que la courbe en vert donne le coût de l'ampère commuté, qui finalement est la grandeur qui est intéressante ici. Donc, ce que l'on voit, c'est que sur le SiC, on a une structure de coût qui est chère sur les wafers, mais comme c'est plus compact, en fait, on voit que d'ici 2025, si on commence à avoir des wafers de 8 pouces qui sont en train de se préparer, on va rester de l'ordre de 20 à 30% plus cher que les IGBT, mais on commence déjà à avoir au niveau du composant quelque chose d'assez proche. Et si on prend le système complet, il y a d'assez bonnes chances qu'on arrive à faire des modules compétitifs. Et pour ce qui est du GaN, alors ce qu'on voit déjà, c'est que les wafers, à condition d'arriver à la bonne maturité, devraient finir par être d'un coût à peu près équivalent au MOSFET. Et en termes d'ampères commutés, on devrait même pouvoir être inférieur. Donc ça, c'est petit challenge que le secteur automobile donne à nos amis de l'électronique, mais nous sommes assez confiants sur cette roadmap. Alors, puisqu'on est tous réunis pour prendre en compte l'ensemble des composants qui vont être utilisés dans les modules de puissance et dans les systèmes complets que sont les onduleurs, les chargeurs ou les DC-DC, eh bien, vous avez ici, on a fait avec le groupe un état des lieux des différents composants nécessaires et de ceux que l'on pourrait produire en France. Donc, ce que vous voyez, je ne vais pas le détailler ici, c'est que à part deux familles de composants où on ne voit pas tellement l'avantage de s'obstiner à le faire en France, on pense qu'on pourrait couvrir une très grande partie de la chaîne de valeur en France. Donc pour terminer en synthèse, donc, les enjeux automobiles, je les ai rappelés, donc un enjeu en termes d'efficience et de rendement, de compacité, de compétitivité, et donc la création de ce programme national sur les deux filières pour qu'une industrie soit opérationnelle dès 2025-26. La stratégie est de pousser à fond la mutation vers les wide bandgap, donc avec un enjeu de souveraineté. Les onduleurs haute tension, on privilégiera le SiC. Pour les chargeurs embarqués des CDC et les onduleurs basse tension, on va considérer le GaN. Et puis, les priorités des percées technologiques. Donc, c'est au niveau système, s'assurer qu'on n'a aucun maillon faible pour réduire l'optimisation des wide bandgap. Donc, avoir des passifs, des bus bars, des PCB, etc., qui soient optimisés pour tirer tout le profit des SiC et GaN. Pour le SiC, c'est de réduire le gap de coût avec le silicium, donc vers des wafers plus grands. Et puis, pour le GaN, deux axes incontournables. Donc, le normally off, qui est indispensable pour les applications automobiles, et puis une qualification automobile qui est bien avancée. Et pour le process, donc priorité numéro 1, minimiser l'empreinte carbone sur l'ensemble du cycle de vie. Voilà, j'ai été peut-être un petit peu long, mais ça permet peut-être, je pense, de cadrer un peu la journée. Et je passe le relais à mon ami Thierry Tingot
pour qu'il puisse donner le point de vue de la filière électronique. Oui, bonjour, merci, Rémi. Je vais essayer de vous partager. A priori, tu peux prendre la main, Thierry. On te voit, Thierry. Ouais, C'est bon. ce que j'arrive pas, c'est sélectionner ma présentation. Tu as la flèche vers le haut, non? Ouais. Mais je sais pas pourquoi. Bon. Alors, Vous voyez quelque chose là? Non? pas encore. Alors, moi, j'avais la main, mais je ne sais pas si... Ouvre le bac de partage. Oui. Voilà, ça y est. C'est bon, Ça y est? Thierry. Oui, parfait. Très bien, donc bonjour à tous. Je vais vous parler brièvement de la filière électronique que vous connaissez sans doute déjà. Donc la filière électronique, ça inclut bien sûr Axiel en tant que syndicat professionnel, mais également le SPDEI pour la distribution, le SNES pour la sous-traitance électronique en France, et ainsi que Embedded France pour le logiciel temps réel embarqué. Donc c'est un chiffre d'affaires d'environ 15 milliards d'euros par an, un poids de l'exportation globalement qui est de 60% au total. Sur la partie microélectronique, on a un taux d'exportation de 80% du chiffre d'affaires réalisé. Vous voyez le détail des chiffres d'affaires par activité, 80 000 emplois directs et 170 000 emplois indirects et 8 000 chercheurs. Les domaines de l'industrie électronique sur lesquels nous travaillons reprennent la plupart des segments qui sont bien sûr sur le territoire national, mais pas seulement, dans la mesure où l'exportation est un axe majeur de la réalisation de la filière électronique. Donc, on adresse aussi des marchés qui sont mondiaux, en particulier dans le domaine des composants électroniques. Que vous voyez là, donc dans le domaine de l'informatique, des télécoms, de la smart industrie, des transports, mobilité, énergie, objets connectés, intelligence artificielle, défense et spatiale. Et par rapport aux axes stratégiques que nous avons développés dans le cadre du contrat de filière qui a été renouvelé cette année, on a un axe très important sur l'innovation. Je vous ai précisé qu'on avait 8 000 personnes en France sur les 80 000 qui sont en recherche et développement. L'importance également, un deuxième axe qui est l'électronisation de la chaîne de production, en particulier au niveau des fabricants de cartes électroniques. Un troisième axe sur la diffusion de l'électronique, donc la coopération avec différentes structures, y compris Captronic, pour que sur le territoire national, on utilise davantage les solutions proposées par la filière électronique. Un gros sujet sur les compétences et emplois et pour lequel nous avons un EDEC qui a été mis en place et qui avance très bien. Il y a un gros décalage. Vous voyez toujours la présentation? Oui, oui, Thierry, on voit bien. D'accord. Un gros décalage entre l'offre et la demande sur les emplois et compétences, et ça va s'accélérer. Donc Rémi en a parlé un peu dans le domaine de l'électronique de puissance, mais c'est valable dans tous les domaines. Et ça devient un peu inquiétant. Hier après-midi, j'étais au sommet Choose France avec le président Macron et un certain nombre de CEO américains et européens. Et le sujet des compétences va devenir clé dans les années qui viennent, y compris aux États-Unis, y compris bien sûr en France. Et si on veut réaliser nos objectifs, on a un vrai sujet très, 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 très urgent pour augmenter le nombre d'ingénieurs et de techniciens qui sortent par année en France et partout dans le monde d'ailleurs. Un quatrième axe qui est l'intelligence artificielle, où on est très focalisé sur la partie edge computing, donc la décentralisation de l'intelligence artificielle par rapport à ce qui se fait aujourd'hui dans le cloud avec les GAFA.
et un 6e axe pour favoriser le développement de l'internationalisation, en particulier pour les PME, qui est soutenu par Business France et la BPI France également. Et il y a un Conseil national de l'industrie sur l'international qui se réunit régulièrement. Sur ce que nous avons fait jusqu'à présent, donc, dans le cadre du contrat de filière, c'est le lancement d'un plan nano-électronique qui s'appelle Nano 2022, donc, qui, comme vous le savez, est un programme important d'intérêt commun européen. Nous travaillons en étroite collaboration également avec Bercy sur une stratégie d'accélération de l'intelligence artificielle embarquée, qui a pris un peu de retard, qui devrait faire l'objet d'appels à projets dans le courant du 3e trimestre, je l'espère. Nous avons également travaillé et coopéré sur des missions avec Bercy et le ministère des Affaires étrangères liées aux problématiques de licence d'exportation de la chaîne de valeur électronique et aéronautique mise en place par l'administration américaine. Il y a un vrai sujet concernant la numérisation de la supply chain supportée par un groupe de travail au sein de la filière. L'environnement est un des points clés, bien sûr, de notre stratégie. Et comme vous l'avez vu précédemment, la coopération avec la filière aval est absolument instrumentale. Donc, Rémi vous a donné le détail de ce qui a été engagé par ailleurs avec la PFA et la filière automobile. Mais je pense qu'on doit aussi essayer de pousser davantage dans le domaine de l'énergie et dans le domaine de la santé pour augmenter la résilience de la France dans ce domaine. Bon, je vous ai parlé du sujet sur les compétences. Et enfin, nous participons beaucoup aux différents appels à projets qui ont été lancés. Et sur l'appel à manifestation d'intérêt lancé en France l'année dernière, le montant total des projets avoisinait les 14 milliards d'euros pour la filière électronique. Sur les priorités que nous avons engagées, donc, je vous ai parlé de Nano 2022, mais il y a un nouveau PIEC ou IPCEI en anglais qui est en train d'être élaboré avec le gouvernement français et d'autres États européens. Je crois qu'on en est à 18 États européens qui doivent vouloir participer au prochain PIEC de la nanoélectronique, mais qui aussi aura pour objet d'élargir la coopération avec non seulement les filières aval comme l'automobile et l'électronique pour l'automobile, mais également pour la connectivité et les télécoms, les stations de base en particulier, et l'accès aussi à ces programmes pour les PME plus facilement, on l'espère. Donc, l'électronique de puissance, Rémi en a parlé, le plan d'attractivité également. Nous travaillons sur le plan de relance export à travers les différentes initiatives des différents plans de relance. Sur l'intelligence artificielle, j'ai parlé de l'appel à projet qui va être, j'espère, engagé prochainement. Mais nous avons aussi engagé une coopération avec une initiative privée qui s'appelle le Manifeste IA, qui est soutenue principalement par Thales, mais également EDF, Safran, Dassault, Airbus, Orange participent à ce programme, et on a pu avoir un certain nombre de projets de convergence dans ce domaine. Et enfin, les objectifs environnementaux sont vraiment essentiels, et je pense qu'en particulier en France, non seulement sur les deux axes que l'on a, qui est l'utilisation de l'électronique pour améliorer la réduction de la consommation d'énergie. On connaît le sujet sur la voiture électrique, les voitures hybrides rechargeables, mais également, c'est aussi valable dans le cadre de la gestion de l'économie d'énergie dans l'industriel, dans l'éclairage, dans les usines. Et le deuxième axe sur lequel nous travaillons, c'est en tant qu'entreprise fabricant de composants ou de cartes électroniques, à la réduction des émissions de CO2, de PFC, et la réduction de CO2. Donc ça, c'est un axe important. Vous savez qu'en particulier en ce qui concerne ST, nous avons annoncé que la société serait neutre au niveau des émissions de gaz carbonique à partir de 2027, ce qui est un challenge, mais ça montre aussi que nous pouvons bénéficier d'un certain nombre d'initiatives, en particulier en France, liées à la décarbonisation de l'électricité en particulier. Donc, nous avons aussi beaucoup de discussions et d'initiatives dans le cadre du plan de relance pour augmenter la résilience à travers différentes coopérations
pour rendre un peu plus d'autonomie et de souveraineté en France dans différents domaines, les composants, mais pas seulement. Il y a aussi le sujet des circuits imprimés. Je pense que vous avez aussi des discussions cette journée sur ce sujet. Et enfin, donc pour conclure sur ma présentation, donc, nous avons beaucoup travaillé et renforcé la cohérence de la filière électronique, je pense, depuis le début, à soutenir les différents écosystèmes. L'ensemble des acteurs sont extrêmement motivés. Je pense que c'est très gratifiant pour ce que l'on fait de voir que nous sommes maintenant visibles et très engagés et très soutenus par les pouvoirs publics, mais aussi par les différentes entreprises qui sont engagées au sein de la filière. Et enfin, je pense que nous avons engagé déjà des coopérations très étroites avec la filière automobile, mais il faut l'élargir, il faut le renforcer et continuer à montrer notre visibilité dans le support de la transition énergétique, qui est un axe, comme vous le savez, extrêmement important du développement économique français et européen. Enfin, je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à converger sur les initiatives que nous avons prises d'analyse sur l'emploi, la formation et la mixité, bien sûr. Mais les enjeux, non seulement de souveraineté et d'autonomie industrielle existent, mais je pense que le challenge très, très fort au niveau français et européen, ce seront les compétences. Si on arrive à avoir suffisamment de masse critique, à sortir suffisamment d'ingénieurs, de techniciens et d'opérateurs dans nos domaines d'activité, on pourra supporter notre volonté stratégique de croissance. Si on n'a pas ça, je pense qu'on aura des grosses difficultés. Et ce sujet-là est non seulement très important pour nous, mais je constate qu'il est de plus en plus évoqué par tout le monde. Donc, ça va être une bagarre forte pour motiver et mobiliser les jeunes afin de les engager dans notre direction. Il va falloir qu'on travaille vraiment sur la communication et l'appétence de notre filière dans ce domaine. Voilà les principaux points que je voulais vous mentionner sur la filière électronique. Merci beaucoup Thierry et merci beaucoup Rémi. Donc on va passer maintenant à la table ronde donc, qui sera animée par Pascal Coutances. Pascal, je vous laisse la main. Merci beaucoup Geoffroy. Bienvenue donc à cette table ronde sur le thème des modules de puissance et des composants électroniques associés. Alors nous l'avons vu avec les présentations de Rémi Bastien et Thierry Tingot. L'électronique de puissance est un enjeu majeur pour l'avenir de l'industrie électronique et aussi bien sûr pour la filière électronique française et européenne. Et cela à l'heure où l'actuelle pénurie de composants électroniques met en exergue la très forte dépendance de la France et de l'Europe vis-à-vis de l'Asie et de la Chine notamment dans ce domaine. Alors, le développement de modules de puissance compatibles avec les exigences de l'industrie automobile pose un certain nombre de défis aux acteurs de l'électronique avec le développement de semi-conducteurs à grand gap, mais aussi le développement en parallèle des composants passifs et bus-bars associés, des circuits imprimés, du packaging, des systèmes de refroidissement qui doivent évoluer de concert pour accompagner cette tendance de fond. Alors, pour évoquer ces sujets, nous avons le plaisir d'accueillir 6 experts du domaine qui vont nous exposer leur vision sur les besoins et les enjeux liés aux usages de l'électronique de puissance dans l'automobile. Alors, pour en parler, nous accueillons aujourd'hui donc Gilles Lecalvé, qui est directeur R&D Product Group de Valeo et aussi directeur adjoint du programme électronique de puissance pour l'automobile. Également avec nous, Olivier Ploy, chef de projet innovation électronique de puissance chez Renault-Nissan. Joren Langheim, qui est vice-président en charge des programmes de R&D en système avancé chez ST Microelectronics. Pierre Chenevier, vice-président en charge de la division industrie télécom et automobile d'Elvia PCB. Philippe Roussel, vice-président de la stratégie pour l'électronique de puissance dans le groupe Mersen. Et enfin, Stéphane Wagner, responsable grand compte
pour l'automobile chez Würth Électronique. Donc, merci à tous les 6 de nous rejoindre et d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tous les participants, les 6 participants sont connectés? Oui. Oui. Très bien. Alors, bonjour à juste tous. un petit changement, c'est Sylvain Lebras, Würth Électronique, pour la présentation. Sylvain Lebras, Würth Électronique, très bien. Parfait. Donc, merci à tous les 6 d'avoir pris le temps de participer à cette table ronde. Alors, Monsieur Le Calvé, si vous le voulez bien, on va commencer par vous. Donc, vous intervenez ici en tant que directeur adjoint du programme électronique de puissance pour l'automobile. Alors, pour ceux qui nous rejoignent seulement maintenant, pouvez-vous nous rappeler les grandes lignes de ce projet, sa philosophie et ses objectifs? Alors, les objectifs du programme, comme l'a mentionné Rémi Bastien en introduction, c'est bien de positionner l'ensemble des 2 filières électroniques de puissance et filières automobiles par rapport au marché européen dans le cadre du déploiement de l'électrification des véhicules et donc de la croissance forte de l'électronique de puissance sur le marché automobile. Donc pour ça, on s'appuie sur des projets qui sont soit dans le cadre du CORAM, le Conseil d'orientation de la recherche automobile, et puis d'autres projets qui sont des projets de pré-compétitivité ou des projets collaboratifs. Dans ce cadre, on a regroupé un ensemble de partenaires qui sont soit issus de la filière automobile, soit issus de la filière électronique pour justement viser l'atteinte à un horizon 2025 à 2030 de 25% du marché de l'électronique, du marché européen, pardon, de l'électronique de puissance. D'accord. Alors, dans le cadre de ce projet, on a vu notamment que les modules de puissance étaient un axe primordial. Il y a 3 grandes familles donc de modules de puissance qu'a présenté notamment Rémi Bastien, les chargeurs embarqués, les convertisseurs DC-DC et les onduleurs. Monsieur Ploix, pouvez-vous nous indiquer les grandes évolutions qui vont intervenir dans les années à venir par rapport à ces 3 grandes familles de modules de puissance, notamment le projet OneBox de Renault qu'a évoqué également Rémi Bastien? Monsieur Ploix. Donc sur la partie onduleur, nous, ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, les grosses évolutions, il y a la partie SiC qui a déjà commencé, on la voit chez Tesla. Hein. C'est la première direction qu'on va voir, et on mettra le SiC en premier pour des raisons de densité de puissance et de taille de puce. Hein. Après, on arrivera sur le GaN plus tard, parce qu'en fait, pour l'instant, ils sont encore un peu gros en termes de puces, et il n'y a pas encore beaucoup de fournisseurs qui ont des produits matures, je dirais, pour ce type d'application. Mais ça viendra après pour des raisons de diminution de coûts, ça c'est sûr. Voilà. En termes de technologie, en fait, là, c'est vraiment le royaume du module de puissance. Alors après, quel module, c'est la vraie question qu'on se pose aujourd'hui, parce que d'un côté, on a Tesla qui met un petit switch, de l'autre, on a des très gros modules, hein, j'en ai un sur le bureau comme ça, qui sont des modules qui ont l'ensemble des 3 bras de pont à l'intérieur. Donc aujourd'hui, ce qu'on voit en termes de standardisation, nous, c'est en tout cas des modules entre les deux, standardisés des modules 1 bras de pont ou 3 bras de pont, mais le plus petit, quoi. Sur moulé plastique, pour permettre d'optimiser les coûts, aussi bien de produits et d'assemblage derrière. Alors après, en termes d'assemblage, alors il y a le très classique avec des graisses thermiques, hein, mais maintenant on voit le sintering qui est apparu chez Tesla en premier, là, sur des petites tailles de puces. Est-ce que ça va se développer après pour accrocher des gros modules? C'est une bonne question, parce qu'il y a un coût assez élevé de matières premières, même si on est très gagnant sur le RTH. Il faut vraiment qu'on voit en termes de système si ça va nous être intéressant ou pas, quoi. En termes d'assemblage. En termes de tension de fonctionnement, aujourd'hui, on est pas tous sur du 450 volts, le 800 volts arrive. Hein. Il va arriver par la batterie au départ, parce qu'on va vouloir charger vite la batterie. On va se dire, oui, il faut mettre un réseau 800 volts pour le faire sur la voiture. Donc ça va arriver comme ça. Et puis ça va arriver par une deuxième porte qui est la forte puissance, comme l'a fait Tesla, sur des gros moteurs, mais le SiC est plus performant que l'IGBT. Il se justifie vraiment en 800 volts. Donc en fait, le 800 volts va arriver aussi par la forte puissance et les SiC. En fait. Après, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va faire des onduleurs multiphases? Oui, probablement sur les gros moteurs. Hein. On le voit arriver sur chez nous, plutôt chez Nissan, sur des moteurs multiphases en forte puissance. Moins, je dirais, en dessous de 200 kW, on reste plutôt sur des bras de pont classiques, quoi. Voilà. La question pourrait se poser du multiniveau.
peut-être sur le GaN, parce que comme ils n'arrivent aujourd'hui pas à faire des puces 1200 volts, peut-être qu'ils démarreraient par du multiniveau en 650 là. C'est peut-être une idée aussi. On est un peu gagnant en rendement, mais le surcoût du montage a confirmé par rapport au fait que ce soit intéressant. Voilà. Donc voilà. Après, des questions qu'on se pose, c'est refroidissement simple face ou double face. Bonne question. Aujourd'hui, les fournisseurs de modules en SiC arrivent plutôt avec du simple face. La complexité, c'est que sur le surface supérieure de la grille de la puce, il y a aussi la commande de grille qui prend de la place. Et arriver à drainer vraiment les calories par le haut, c'est pas évident, quoi. Autant sur un IGBT, c'est facile, autant sur un SiC, ça paraît plus compliqué. Et il faut s'assurer qu'on a un vrai gain système à faire le système en double face. Voilà. D'accord. Après, ce qu'on voit arriver sur les onduleurs, les derniers points, c'est sur la partie thermique. Aujourd'hui, on était sur des 125 degrés classiques ou 150. On va passer à 175 avec le SiC, voire 200. Ce qu'on voit apparaître aussi maintenant, c'est une température max de fonctionnement à régime nominal, par exemple 175, et puis des cas de fonctionnement à 200 degrés limités pour nous permettre de tirer des pointes. Parce qu'en fait, on a vraiment envie d'optimiser au maximum la taille de puce sur le SiC, parce qu'il coûte cher. Et donc, on va peut-être se permettre ce genre de traitement dessus. Voilà. Et puis, je dirais dans le futur, arriver à mieux gérer la thermique de la puce, mais je dirais le SiC ne nous aide pas pour la mesure thermique, parce qu'on n'a pas tellement la place de mettre des capteurs thermiques en termes de taille et de prix. Mais c'est vrai que la dernière étape sera de bien connaître la température de puce pour nous permettre d'optimiser encore mieux la taille du système. D'accord. Donc il y a vraiment des problématiques très, très pointues et spécifiques, notamment à la montée en puissance, également à la montée en fréquence de commutation. On va le voir également par la suite. Alors au cœur de tout ça, au niveau des composants électroniques, donc on parle beaucoup effectivement des semi-conducteurs à grand gap. On a avec nous Joren Langheim de ST Microelectronics, donc qui est impliqué dans ce domaine. Donc, ma question est toute simple. Où en sommes-nous actuellement dans le développement des semi-conducteurs à grand gap? Est-ce qu'on est en mesure de répondre aux exigences que l'on a vues assez élevées de l'industrie automobile par rapport à ces modules de puissance? Monsieur Langheim. Oui, bonjour. Merci pour cette invitation. Donc oui, les semi-conducteurs sont de plus en plus au cœur des discussions. On voit aussi avec les questions sur la supply chain pour ces petits composants qui ont l'air de rien. Concernant le développement des puces de puissance, c'est quelque chose qui, en ce qui concerne la carbure de silicium, a commencé déjà il y a très très longtemps, et on a commencé à fournir des premiers composants en carbure de silicium déjà il y a une douzaine d'années avec des petits courants, 7 ampères, 10 ampères, des diodes. Après, on a commencé à faire des transistors qui ont été utilisés surtout dans des applications en dehors de la voiture pour gagner un peu d'expérience, pour les utiliser là où on a des grandes quantités, par exemple pour des UPS, des systèmes de fourniture d'électronique, d'énergie dans des situations où il y a une défaillance du réseau, par exemple. Et donc, on a gagné beaucoup d'expérience, on a fait des différentes générations et au fur et à mesure, on a gagné en expérience avec la fiabilité, avec la durée de vie, avec la fabrication, d'abord avec des petits tailles de wafer. Ça a commencé avec les 3 à 4 pouces, ça veut dire avec des tailles de wafer de 10 cm. Aujourd'hui, on est à 6 pouces avec donc des fabrications de 150 mm de diamètre de wafer, et prochainement on cible de faire des productions avec des 8 pouces, donc 200 mm de diamètre. Ça c'est quelque chose qui est important pour augmenter ou améliorer les coûts. Ça nécessite aussi tout un changement de l'outil industriel de A à Z. Ça veut dire qu'il faut avoir les lingots qui permettent à faire des wafers de cette taille-là avec un matériel qui est quand même assez dur. La carbure de silicium, c'est comparable presque avec le diamant. Il y a des procédés à inventer, pas uniquement au niveau de la puce elle-même, du transistor, mais il y a aussi toute la chaîne de fabrication. Donc, on a aujourd'hui, par exemple, chez ST, nos propres
nos propres sources pour les wafers. On est en train de développer ça. Donc là, il y a des possibilités d'assurer vraiment la fourniture de ces composants-là. Et on a aussi, au fur et à mesure des différentes générations de composants pour la capture de silicium qui font que on est plus performant, on a moins de pertes, on a plus de sûreté sur les wafers eux-mêmes, sur la qualité des wafers, sur la qualité de nos composants, la fiabilité. Elle devient vraiment automobile. On est sûr que ça peut fonctionner. On fournit les composants pour l'automobile aujourd'hui avec des quantités de plus en plus importantes. Donc là, c'est un processus qui est vraiment, je pense, en train d'être rodé. On sait de quoi on parle. Et on va aujourd'hui, je pense, mettre l'automobile en position d'être capable de fournir des voitures électriques qui sont fiables, mais qui sont aussi compétitifs au niveau de coût, parce que ces composants carbure de silicium, c'est le premier des White Band Cap qui permet de réduire énormément la taille de l'électronique de puissance et qui réduit la taille de l'électronique de puissance. C'est déjà l'électronique elle-même qui pèse moins, qui coûte moins, parce que c'est le matériel qui est nécessaire, mais ça met aussi le constructeur, et je pense Olivier peut en parler aussi, en position de réduire la taille de la carrosserie, donc gagner davantage encore en taille. La première application, c'est pour l'inverteur, parce que là, on a des grosses puissances et un avantage aussi avec la conductivité thermique de ces composants-là. Donc ça, c'est la première application. Après, c'est le GaN, la nitrure de gallium qui va arriver. C'est pas encore aujourd'hui dans une situation où on peut parler de la même manière du GaN qu'on parle aujourd'hui du SiC, parce qu'il y a tout à faire. Il y a d'abord le challenge des tensions, parce que le GaN, c'est quand même un peu plus compliqué d'atteindre des tensions plus élevées, parce qu'il y a différents matériaux qui sont à mettre ensemble avec des coefficients de dilatation thermique qui sont différents. Donc, au fur et à mesure, on a augmenté la taille, l'épaisseur du GaN sur du silicium pour faire monter la tension. Donc, aujourd'hui, on est à 650 volts. On est en train de développer aussi les 900 volts et bientôt, on va essayer de travailler aussi sur les 1200 volts. J'ai un peu de background noise de Philippe, je pense, parce qu'il y a un bruit. Voilà, ça c'est mieux. Il y avait beaucoup de noise. Sur le GaN, donc aujourd'hui 650, prochainement 950 ou 900, et après on va attaquer aussi les 1200 volts. Et ça, c'est un développement déjà de la puce. Après, il y a le développement de l'intégration, par exemple, de l'intelligence avec la puissance, ce qu'on appelle aussi le BCD pour d'autres applications, où on met ensemble une partie intelligence pour pouvoir, par exemple, faire un driver pour la puissance. Après, il y a la question de l'industrialisation, il y a la fourniture des composants sur des wafers qui sont peut-être de 300 mm. On a parlé tout à l'heure du SiC de 200 mm. C'est plus compliqué pour le SiC que pour le GaN, d'aller à 300 mm. On sait que pour le GaN, on a des procédures qui sont capables de fournir ce genre de composants aussi à grande quantité pour les diodes luminescentes, mais bon, c'est juste pour donner un comparatif. Sur le GaN, on peut aller vers les 300 mm. Et comme c'est un élément latéral, on a aussi besoin de plus de taille pour réaliser des composants, des organes comme l'inverteur, le chargeur et le DC-DC. L'inverteur, mettre plus de taille, ça veut dire qu'il va être plus grand qu'un convertisseur en SiC. Donc, on ne peut pas vraiment gagner sur l'avantage compétitif, entre guillemets, technologique du GaN, c'est sur la fréquence, parce qu'un inverteur, normalement, c'est autour de 16-20 kHz. On ne va pas aller au-delà parce qu'on ne gagne pas grand-chose. Sur un chargeur et sur un DC-DC, on peut déjà aujourd'hui gagner sur les passifs, et donc notamment sur le transformateur. Et donc là, c'est les premières applications où on pense que c'est utile d'utiliser le GaN, parce qu'on peut réduire peut-être pas la taille des composants eux-mêmes, mais la taille des passifs. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on va s'attaquer d'abord sur ces composants-là.
Et on va commencer avec les basses tensions. Donc, il y a des applications 48 volts. Après, on va vers les 300 volts où on utilise les composants 600 volts. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui va être vraiment utilisable à partir de 2024 ou 2025. C'est quelque chose qu'on avait prévu déjà il y a une dizaine d'années. Tout le monde a dit, voilà, 2025, c'est là où on va vraiment être en mesure de fournir quelque chose de substantiel sur le gamme. Donc, c'est un peu derrière le cycle. D'accord. Alors, vous avez parlé justement des composants passifs et de l'optimisation de l'ensemble de ces modules. Alors, justement, Philippe Mersenne, il y a un défi clairement associé aux composants passifs et aux bus bars. Pouvez-vous nous les exposer par rapport au développement de ces semi-conducteurs à grand gap? Quels sont-ils exactement? Donc, bonjour à tous, merci Pascal. Donc, effectivement, à notre niveau, on observe deux phénomènes, en particulier une densité de puissance liée au grand gap. On a beaucoup plus de calories sur des millimètres carrés de plus en plus réduits, ce qui évidemment engendre des contraintes relativement majeures en termes de thermique qu'il faut gérer. Et puis les vitesses de switching, les fréquences de switching, aujourd'hui effectivement 15-20 kHz, on travaille même sur des systèmes jusqu'à 100 kHz. Autant vous dire, à 100 kHz, un bus bar mal designé, c'est surtout une antenne. Donc, voilà, il faut vraiment qu'on réduise drastiquement les inductances et c'est ce à quoi on s'attelle. Pour revenir au niveau thermique, le souci que l'on a aujourd'hui, c'est que effectivement, là, je rejoins les propos d'Olivier Ploas sur les montées en température des jonctions. Hein. Aujourd'hui, 125, 150, 180 degrés, certes, mais versus en général l'efficacité de conversion. À 180 degrés, on a quand même beaucoup de pertes également. Et puis, un phénomène qui est souvent, je dirais, négligé au niveau des fabricants et des concepteurs du système final, c'est qu'à 180 degrés de température de jonction, avec une RTH relativement faible, vous vous retrouvez vite avec des base plates à très haute température. Et il est un fait avéré par tous, et même des non-technologues, que quand on refroidit avec de l'eau, l'eau au-dessus de 100 degrés, ça marche moins bien. C'est-à-dire qu'on on adore les régimes turbulents, mais pas au point de faire bouillir l'eau dans les plaques à eau. Donc du coup, refroidir des modules avec des TJ à 180 degrés, ça devient vite très compliqué, à eau en particulier. Donc, alors évidemment, on n'est pas directement lié, le fait qu'on ait une surpression, naturellement, on va pouvoir réaugmenter un petit peu les températures de point de fusion, mais il n'empêche que c'est un sacré défi. Si je rajoute à ça le face... Juste pour compléter, quand si la piste est à 175 degrés, on accepte nous des delta T d'une centaine de degrés, donc on parle d'une température d'eau à 75 degrés. Oui, au final. Voilà. C'est l'eau et ça se regarde. On peut monter encore un petit peu, on peut remonter jusqu'à une centaine de degrés. Voilà. Il devrait encore la marche. On a eu affaire à des gens beaucoup plus optimistes que vous et sur le sujet, c'était juste techniquement, scientifiquement impossible. D'autre part, ne négligeons pas aussi un fait peut-être moins connu dans la presse, c'est que finalement, c'est pas 100% des calories qui partent dans la base plate. Hein. On a des calories, 5, 6, 10% des fois, par les contacts top en fait, des modules. Et ces contacts, par essence, sont reliés au CAPA, au DC-Link, via un magnifique morceau de cuivre qui s'appelle un bus bar. Et donc, très vite, les températures qu'on retrouve au niveau des contacts supérieurs se retrouvent peu ou prou au niveau des contacts des CAPA. Et comme vous le savez tous, aujourd'hui, c'est un petit peu le maillon faible, les CAPA à film en particulier. On a du mal à trouver des CAPA dans des tarifs raisonnables et des quantités importantes qui résistent au-delà de 115, 120, 125 degrés aujourd'hui. Donc là, notre challenge, comment est-ce qu'on gère la thermique, sachant qu'en général, on va vouloir mettre les DC-Link le plus proche possible également du module, sachant qu'on a également des snubber caps à rajouter au passage, qui vont être, elles, complètement collées sur les sorties du module, avec donc une thermique également très challenging. Hein, donc ça, c'est pas intéressant. D'accord, donc assez complexe, effectivement. Assez complexe, oui. On va dire, pour résumer. Alors, monsieur Lebras, Würth Électronique, vous êtes spécialiste composants passifs, entre autres. Même question qu'à monsieur Roussel de Mersenne. Quels sont les challenges par rapport à vos produits et comment est-ce que vous pouvez les relever? Alors, comme le disait monsieur Langheim,
On fait face à une révolution pour nous. C'est à la fois l'augmentation du courant, mais aussi l'augmentation de la fréquence à laquelle ce courant va circuler dans nos composants passifs. Là où on pouvait avoir des solutions relativement rustiques qui consistaient à augmenter les sections de cuivre, on va s'apercevoir que sous l'effet de Pau, enfin sous l'effet de l'action de l'effet de Pau et des effets de proximité, on va se retrouver avec un courant qui, à partir d'une certaine fréquence, va circuler uniquement sur la périphérie du conducteur en cuivre. Donc ça nous oblige à changer la typologie même de câbles que l'on utilisait pour bobiner nos inductances, avec derrière toute une adaptation à faire au niveau de l'outil industriel. Donc on va utiliser des fils de litres, on va utiliser des formes de câbles qui vont être différentes, on le verra cet après-midi, pour privilégier le périmètre par rapport à la section brute. Et on va réduire très fortement le nombre de tours sous l'effet de l'augmentation de la fréquence, ce qui va nous donner des challenges à relever, notamment au niveau du claquage d'électrique. On imagine que si on a 1700 volts aux bornes d'une inductance, donc on n'a pas vraiment 1700 volts, on a un petit peu moins en général, on va avoir 400, 600, 700 volts, mais si on a seulement une dizaine de tours, on va se retrouver avec des tensions de bobinage à bobinage qui vont nécessiter une prudence au niveau de la mise en œuvre. Ce que l'on remarque, c'est également quelque chose qui a été souligné par M. Roussel, c'est l'augmentation des pertes dans les condensateurs. On le voit, un condensateur qui avant se chargeait et se déchargeait légèrement en quelques millisecondes, quelques microsecondes des fois, va se charger et se décharger à des fréquences largement supérieures. Et là, son ESR, sa résistance parasite, va vraiment devenir significative. Et on arrive désormais sur des problématiques où on a la réflexion de refroidir de manière active les condensateurs. Donc, pour nous, évacuer les calories, Monsieur Langheim l'avait souligné également, on ne sait pas. On a l'habitude d'évacuer les calories de manière assez simple, par conduction dans le PCB, par convection naturelle, éventuellement par convection forcée. Et là, on arrive sur des intégrations et des températures ambiantes qui font qu'on est obligé d'anticiper sur une conduction sur une ou deux faces, sur une convection forcée au niveau du composant. Donc, pour nous, en tant que spécialistes de la conversion d'énergie, c'est vraiment l'arrivée d'un grand nombre de challenges. On va dire que le SiC n'était pas déjà dans notre cœur de métier et pas très challenging pour nous, mais l'arrivée du GaN, qui lui va se trouver en plein dans notre cœur de métier, en plein dans les desiderata de nos clients, fait qu'on doit revoir totalement la manière de concevoir nos passifs, au risque de ne pas pouvoir accompagner et de ne pas pouvoir bénéficier de l'évolution technologique et des bénéfices du GaN, notamment au milieu de la miniaturisation et de la réduction des pertes et donc de l'augmentation du rendement. Et on arrive directement avec une industrie qui est très structurée niveau coût, ce qui nous pose des fois problème pour arriver à répondre directement. Après, il ne faut pas oublier que les passifs, c'est également isoler la commande des semi-conducteurs. On a tendance à l'oublier. Et surtout pour nous, qui dit fort DV sur DT, fort DI sur DT, on va se retrouver avec des problématiques CEM qui sont un peu exacerbées. Donc, on le voit quand on se penche sur des références design. La partie commutation de puissance réduit, toutes les inductances de stockage aussi, mais on conserve une partie filtrage CEM qui reste énorme. On parle d'un tiers environ de la surface du PCB qui est alloué à du filtrage CEM sur des produits qui passent les essais. D'accord. Alors, on n'oublie pas le circuit imprimé, hein, bien sûr, vous l'avez évoqué, M. Lebras. C'est votre spécialité, M. Chenevier, d'Elvia PCB. Alors, pouvez-vous nous indiquer de votre côté donc, les enjeux et les contraintes de développement des PCB spécifiquement à ces applications automobiles de puissance? Alors, effectivement, vous pouvez le dire, Elvia, en tant que leader du PCB en France et un des premiers en Europe, on est au cœur du programme national des filières automobiles et électroniques pour l'électromobilité.
Comme l'a rappelé Rémi Bastien, mais également Olivier Poix, un des premiers enjeux, c'est la réduction des pertes au niveau des onduleurs. Alors, on travaille bien sûr sur des packaging également pour les on-board chargers et pour les convertisseurs, mais vraiment l'onduleur, l'inverteur, l'enjeu est important avec des tensions à 650 ou 800 volts. On a quelque chose à apporter en technologie PCB puisque le refroidissement en design 3D est possible grâce à différents packaging PCB. On travaille sur plusieurs packaging différents. Cet après-midi, je laisserai 2 personnes de notre R&D présenter différents packaging sur lesquels nous travaillerons dans les workshops de l'après-midi. Mais notre idée, effectivement, c'est pouvoir faire bénéficier les filières automobiles électroniques de packaging avancé, permettant à la fois, évidemment, de réduire les coefficients thermiques, de réduire les pertes, mais aussi, et vous l'avez compris, la filière PCB, c'est une filière compétitive en termes de coûts. L'idée du PCB, bien entendu, c'est la très grande série. Donc, on estime que sur ces deux, et puis bien sûr la densité, la compacité. Donc, on estime que sur ces 3 aspects, à la fois l'autonomie et les gains en CO2, c'est-à-dire d'abord la réduction des pertes des onduleurs, la compacité et donc la compétitivité. La filière PCB, et en particulier nous, Elvia, on doit participer à travailler avec les acteurs de la filière. On le fait avec des gens comme évidemment ST, Vitesco, et on commence à le faire avec d'autres acteurs de la filière automobile. On doit apporter des solutions de packaging et envisager la grande série. Donc, dans le cadre de la grande série, on est intégré à la réflexion IPCEI qui a été présentée tout à l'heure par Thierry Tingot et Rémi Bastien, et on propose la mise en place d'une ligne pilote, puisqu'on est quand même un groupe de taille raisonnable. On n'imagine pas pouvoir investir des centaines de millions dans une ligne de très grande série, mais une ligne pilote à très court terme, avec quelques dizaines de millions d'investissements, permettant justement de démarrer avec les uns ou avec les autres un démarrage en série des packaging PCB que nous avons travaillé avec les acteurs de la filière. Voilà. Donc on le voit, il y a des problématiques assez complexes à résoudre. Comment se fait ce travail? Est-ce que c'est vraiment un travail commun entre tous les acteurs de la filière, donc le PCB, les composants passifs, les semi-conducteurs à grand gap, les bus bars et les donneurs d'ordre, ou est-ce que chacun travaille un peu pas dans son coin, mais je veux dire toujours par rapport à cet objectif précis, mais est-ce qu'il y a vraiment un travail d'équipe, j'allais dire, à tous les niveaux? Ce qui est certain, c'est que la filière a besoin de s'organiser. Ce qu'on voit, c'est évidemment en lead. On a à la fois les constructeurs. Monsieur Ploua est là pour représenter les constructeurs. On a évidemment les fabricants de semi-conducteurs. Monsieur Langheim est là également pour les représenter. Et ce sont deux grandes colonnes vertébrales. Mais tout le monde a souligné l'importance d'avoir des packaging efficaces et des designs efficaces. Aujourd'hui, on est dans des relations plutôt, j'allais dire, en tout cas, la vision qu'on en a, nous, Elvia, en one-to-one. On a des interactions de design avec les uns avec les autres, avec les NDA qui protègent bien sûr tous ces designs. La question, c'est comment la filière va s'organiser, non pas pour faire des designs, mais pour industrialiser derrière. Et donc, votre question, nous, on l'a, justement, on y répond en se disant, industrialiser signifie une ligne pilote et derrière, de la grande série. Bien sûr, sur des designs 2D, je pense que
les fabricants de semi-conducteurs pourront tout seuls assumer progressivement sur les designs 2D, les progrès de ces designs 2D. Mais on croit, nous, à du design 3D, à du PCB, et donc on voudrait offrir effectivement la possibilité de faire cette industrialisation. Voilà la réponse que nous, on peut offrir. Je pense que autour de la table, peut-être les autres peuvent donner leur vision sur l'organisation des tout à fait. Qui veut intervenir là-dessus? Si vous le permettez, juste, et puis après je laisserai la parole à Joren. Du point de vue du programme, donc ça a été mentionné, on a un axe de standardisation qui est important. Ça a été dit par tout le monde. La filière électronique, c'est une filière de grande série. On a des énormes investissements, donc il faut pouvoir produire des éléments qui sont relativement standards. Mais dans l'automobile, que l'on qualifie souvent comme étant une industrie aussi de grande série, en fait, on a une grande différenciation. Donc là, on est dans une logique où on a à la fois un axe de standardisation qu'il faut bien cibler et un axe de différenciation. Et je tiens juste à le rappeler quand même, on fait tout ce travail dans le respect des règles de l'éthique et de la concurrence. C'est un point qui est vraiment, vraiment important. Pour commencer sur les aspects de standardisation, donc il y a dans le cadre du programme, puisqu'on regroupe les deux filières, des comités d'experts qui travaillent ensemble. Et pour bien choisir, il faut déjà bien savoir à quoi on doit répondre. Donc la standardisation, elle commence, et Olivier Ploël l'a mentionné, par savoir comment l'électronique de puissance va être utilisée. Et on voit que, bon, tout le monde l'a dit, les problèmes thermiques, les problèmes de CEM interviennent, mais on a une autre problématique qui est le fait de dire on a des profils de mission maintenant qui arrivent, qui sont totalement différents de ce qu'on connaissait auparavant dans l'utilisation de l'électronique. On a des modes stabilisés et on a des fonctionnements en pointe. Donc là, écrire des spécifications que je vais qualifier de spécifications enveloppe pour que dans les projets collaboratifs derrière, les gens qui vont travailler aient des éléments de base pour savoir à quoi ils doivent répondre, c'est déjà la première étape sur laquelle le programme se positionne. Et ensuite, trouver des solutions qui vont permettre d'identifier quels sont les maillons faibles. On a entendu parler de température, de composants passifs, alors soit avec de la CEM, soit avec de la thermique. Les bus bars ou l'enfouissement pour la notion de compacité dans les PCB sont des solutions qui peuvent être des solutions apportant les réponses aux exigences de compacité, de structuration de coûts, etc. Donc il y a bien un travail en amont sur les exigences à tenir pour que derrière des solutions puissent être apportées par les différents acteurs de la chaîne de valeur. D'accord, donc toutes les contributions sont mises en commun des différents acteurs des composants actifs et passifs jusqu'au donneur d'ordre. Oui, alors juste pour compléter, avant de donner la parole à Joren, parce que j'ai bien noté qu'il avait levé la main, il y a un point aussi qu'on ne mentionne pas ici, on parle de collaboration, il y a le pré-compétitif, donc les acteurs de la recherche, on a parlé des composants SiC, des composants GaN, également des passifs qui sont impactés, mais bien connaître les limites de fonctionnement du SiC, du GaN par rapport à toute l'expérience que l'on a pu avoir depuis des dizaines d'années sur le silicium, c'est un point important, et donc ce sont ces limites de fonctionnement, les modes de défaillance, les caractéristiques de dégradation ou de rendement qui vont permettre derrière de décliner aussi des exigences et des travaux sur les composants passifs qui vont pouvoir s'ajuster à l'ensemble. Puisque comme on parle de système, c'est pas parce qu'on prend l'optimum de chacun des composants qu'on aura l'optimum du système. Tout à fait. Donc cette logique-là est extrêmement importante à prendre en compte. Voilà, et je m'arrête là. Joren, vous vouliez prendre la parole. Tu es en mute. Joren, tu es en mute. C'est rare ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est la conscience ou l'appréciation des avantages des différentes composants, par exemple sur les semi-conducteurs, ça s'est développé uniquement les dernières années. Je me rappelle encore d'avoir parlé avec des responsables d'ingénierie de constructeurs automobiles pour leur dire, écoutez, en 2022, vos voitures électriques peuvent être en même prix total cost of ownership que voitures thermiques grâce à ces nouvelles technologies
technologie de semi-conducteurs, ils ont dit mais c'est complètement, je ne comprends pas du tout, c'est en 2025 ou peut-être après. Ils ne se sont pas rendus compte des avantages dans le système de ces nouveaux composants. Et donc là, depuis quelques années, on est en train de comprendre uniquement quels sont les avantages qu'on peut avoir avec certains composants, avec certaines disruptions qui sont en train d'arriver. Ce n'est pas uniquement le semi-conducteur qui est une disruption, mais c'est aussi le packaging qui est une disruption. Il y a plein de choses qu'il faut apprendre. On a des gens qui avancent sur les différentes composants. Il faut avoir la vue du système. Ça, c'est Olivier qui doit l'avoir surtout, parce que lui, il doit acheter des semi-conducteurs qui sont plus chers que ce qui était dans le passé, mais en gros, ça va être moins cher pour lui parce que c'est le système qui va être plus optimisé. Et tout ça à maîtriser, c'est pas évident. Il faut avoir les ingrédients des uns et des autres. C'est pour ça qu'il faut travailler ensemble et aussi développer des nouvelles compétences parce que les gens qui sont aujourd'hui dans les filières, ils ne voient pas les avantages des autres. Ils voient uniquement les désavantages pour le moment. Donc, c'est quelque chose où il faut beaucoup apprendre ensemble. D'accord. Monsieur Ploix, est-ce que vous pouvez répondre à ça? Il est en mute comme moi. Je partage, on a deux problématiques, je dirais. On a une facile, c'est un peu le GaN. Alors, il va me dire facile. Le GaN, on pense qu'à long terme, il sera au même prix que le silicium, parce qu'il prend le même wafer. On va dire, il n'y a pas des process beaucoup plus compliqués. On devrait atteindre une asymptote où là, il sera à peu près au même prix. Donc, on arrive à vendre le GaN en disant, je monte la fréquence dans mon chargeur, je monte dans mon DC-DC, et je mets du GaN et ça se vend bien. C'est assez facile à faire. Là, on arrive avec le SiC. Alors, oui, mais le SiC, il est plus cher. Et donc là, ça se complique vraiment parce qu'il faut qu'on arrive, nous, au niveau système, à justifier finalement l'utilisation du produit. Alors, effectivement, on va gagner en perte. Je prends un hybride, on va gagner en perte en CO2, mais il faut que ça s'équilibre. Et quelque part, nous, on est obligé, effectivement, d'un point de vue système interne, d'aller discuter, est-ce que je vais monter plus haut en température de refroidissement, donc enlever un système de refroidissement, est-ce que je vais diminuer ma taille de ma batterie, par exemple. Il faut vraiment que j'arrive à... Il y a un travail système qu'on doit mener pour convaincre de passer à ces solutions-là, parce que je dirais seul l'argument technique ne suffit pas. Parce que faut acheter la voiture après, elle ne doit pas être plus chère que celle qu'on achète aujourd'hui. Et donc, on est obligé d'aller faire tout un travail, je dirais, interne, systémier, pour effectivement montrer qu'on va réduire tel autre élément pour permettre de justifier l'existence. Après, sur la partie véhicule électrique, c'est un peu différent, parce que là, on gagne vraiment en autonomie, si on met du SiC. Alors, il faut donc effectivement vendre l'autonomie ou réduire la taille de la batterie. Voilà. Mais effectivement, dans les deux cas, on va être obligé d'aller mener des négociations en termes de projet pour placer ces nouveaux composants. Ce n'est pas évident. Alors que le GaN, c'est vrai que j'arrive, je dis je fais un chargeur en GaN, DC-DC en GaN, il n'est pas beaucoup plus cher, on le fait. Et on gagne en perfo, et on gagne en taille, on a des vrais gains visibles. Voilà. Donc c'est vrai que le SiC, il nous pose des vrais problèmes de par son surcoût actuel. Voilà. Et on sait qu'il aura forcément un surcoût en termes de taille de plus. D'accord. Monsieur Le Calvet, vous évoquiez tout à l'heure la standardisation pour justement avoir une compétitivité certaines. D'un autre côté, vous parliez également de différenciation. Alors, comment on peut jouer sur ces deux aspects-là qui semblent a priori contraires au départ? Alors, en fait, on le fait déjà dans l'automobile. C'est-à-dire que les composants électroniques qu'on achète sont déjà des composants standards. Par contre, là, la question qui se pose, c'est la montée au niveau du module. Et donc, ça a été évoqué par Rémi dans sa présentation, le fait de dire j'ai un module qui présente une interface qui est similaire selon que l'on est un véhicule hybride rechargeable ou un véhicule électrique. Ça va faciliter une partie des opérations de design, de process au sein du constructeur automobile ou des équipementiers. Par contre, à l'intérieur même, là, les autres, les composants peuvent changer significativement. Donc ça, c'est une première étape. La deuxième étape que l'on peut envisager, c'est justement dans la recherche de performance. C'est-à-dire qu'est-ce qui est là où le savoir-faire de certains va permettre de pouvoir se positionner en concurrence par rapport aux autres. On sait que dans l'automobile, puisque tout le monde ne possède pas des véhicules qui font plus de 5 mètres de long, on est amené à intégrer
de façon significative. Ça fait très très longtemps qu'on fait ça dans l'industrie automobile, et donc en particulier sur les machines électriques, pour pas parler juste de moteurs électriques, l'électronique de puissance et maintenant l'électronique de commande, ça a été dit, sont intégrés directement au sein ou directement sur la machine électrique. Donc dans des conditions de fonctionnement qui sont extrêmement délicates. Pour ça veut dire qu'il faut résister à des conditions thermiques. Et ça a déjà été mentionné, mais les conditions thermiques nécessitent d'apporter des solutions de refroidissement. Ces solutions de refroidissement, idéalement, elles sont passives ou du moins pas liquides pour limiter le coût global de la solution. Mais il faut vraiment avoir cette démarche système, et c'est là, dans la démarche système qui est à mener, que l'on doit impérativement étudier la partie qui peut rester standard et la partie où là on apporte un vrai savoir-faire supplémentaire qui donne des éléments de compétitivité. D'accord, parce que qui dit standardisation peut dire éventuellement un acteur chinois ou autre qui se dit tiens, il y a un marché, là j'y vais et je casse les prix. Alors ça c'est quand on parle plus de commodité. Effectivement, et en l'occurrence, on n'est pas encore, enfin, je parle sous le contrôle des experts des deux filières, on n'est pas encore dans cette logique de commodité, loin de là, puisque, on l'a dit, on a encore beaucoup à apprendre sur l'ensemble, mais une commodité, effectivement, ouvre un champ de concurrence qui est beaucoup plus large. Ceci étant, la plupart des acteurs sont internationaux, donc se positionnent sur l'ensemble des marchés. D'accord, très bien. Alors, au niveau des coûts, on a beaucoup parlé des semi-conducteurs à grand gap. Au niveau des composants passifs, par exemple, est-ce qu'il y a cette problématique-là? Est-ce que il est possible de répondre à ces exigences techniques dans des rapports de coûts qui sont toujours très, très tendus au niveau de l'industrie automobile? Alors, je dirais qu'une fois qu'on a enlevé l'onduleur, les modules de puissance, le deuxième gros morceau, c'est la capa d'essai. Il faut être clair, c'est le deuxième qui pose de coûts derrière. Je pense qu'il y a des technos qui évoluent, en tout cas pour monter en température. Parce que quand on va grimper en température sur le SiC et les GaN, le problème après, c'est plus les composants de puissance, c'est le reste. Et moi, dans mes onduleurs, c'est le reste qui disjonctait en premier. Et donc, en fait, il faut être capable des capas qui dépassent, qui montent effectivement dans les 100 degrés, 110, 115, si on veut profiter vraiment au niveau système de l'histoire. Et donc ça, si on voit évoluer les capas dans cette direction-là, il faut qu'elles évoluent aussi en termes de taille. Il y a des nouvelles technos qui apparaissent avec d'autres solutions techniques qui réduisent le volume par 20-30%. Et puis, il faut que nous, on les optimise bien en termes de système, parce que c'est toute la CM de la voiture. Est-ce qu'il faut mieux diminuer la capa d'essai, augmenter les capas dans les autres composants, ou la faire plus grosse et diminuer les autres? C'est tout un trade-off qu'on a à mener par rapport à nos contraintes de CM dans la voiture. D'accord. C'est le deuxième composant qu'on va attaquer. Et puis après on attaquera les drivers, les alimes et tout ça. Mais je dirais le gros bloc, c'est la capa d'essai qui peut encore nous faire des gros gains en termes de coûts. D'accord. Monsieur Lebras, est-ce que vous avez des éléments à nous fournir à ce sujet? Alors, au niveau des capas, on a différentes méthodes qui vont permettre, avec l'interleaving, de réduire les ripples, ou en tout cas d'augmenter, de réduire les valeurs de ripple, tout en commutant de manière intelligente les phases. On voit les onduleurs à partir d'un certain moment, qu'on soit sur de l'onboard charger, qu'on soit sur tous les convertisseurs de puissance, on va voir une parallélisation. Cette parallélisation-là, elle va permettre de revenir dans des technologies qui sont standards, dans des puissances qui sont standards. Donc, ça va aussi permettre des thématiques de modularité. Alors, on n'est pas vraiment au niveau de la modularité d'un composant, mais par exemple, une branche de convertisseur sur laquelle on va implémenter 3 ou 4 branches qui vont commuter les unes après les autres, éventuellement en opposition de phase, vont nous permettre d'avoir des performances CEM, des tailles de système qui vont diminuer. On le voit pour nous, souvent, lorsque l'on contacte des entreprises comme ST Microelectronics, ce qui est important, c'est de mettre en place des flagships technologiques. Lorsque on travaille à des nouveaux références design, il y a la nécessité de montrer à la fois une plateforme performante
et, si possible, facile à mettre au point. Donc derrière, il y a d'autres étapes au niveau de l'industrialisation qui vont être nécessaires pour passer d'un rêve design exploitable par un bureau d'études à quelque chose qui sera optimisé pour une fabrication européenne. Donc là aussi, la préconisation qu'on va faire à un fabricant de semi-conducteurs du point de vue des composants passifs, elle doit être challengée à nouveau lorsque l'on passe en phase de production série, tout simplement pour s'adapter aux spécificités du marché français et européen. Lorsque ST Microelectronics sort un référence design, Monsieur Landheim, vous me confirmerez, c'est au niveau mondial. Donc avec des coûts de main-d'œuvre qui peuvent varier si c'est mis en place en Chine. Donc l'intérêt, c'est toujours de rechallenger les fournisseurs de passifs au moment où on va intégrer ce produit-là, au moment où on saura les contraintes système qui vont peser sur notre onduleur et également le lieu d'industrialisation. Clairement, on n'aura pas les mêmes choix technologiques et les mêmes choix de composants passifs si on doit fabriquer en France que si c'est quelque chose qui va partir à l'international. D'accord. Au niveau de la fiabilité des systèmes, donc sujet ô combien important dans l'automobile, voilà, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on peut se dire à l'échéance de 2025, par exemple, qu'on peut avoir des modules de puissance qui pourraient être fiabilisés? Est-ce qu'il faut créer aussi d'autres tests de fiabilité pour ces modules et ces composants? Ou est-ce que finalement c'est quelque chose de développement standard dans l'automobile? Je pense qu'on a revu, les règles sont en cours de révision sur la partie SIC, entre autres. D'accord. Effectivement, on va les monter plus haut en thermique. Ils n'ont pas les mêmes modes de défaillance, je veux dire. Avant d'aller brûler une puce SIC, il faut y mettre la dose. Par contre, avant de brûler la partie méthanisation, c'est plus rapide. Mais je dirais il y a beaucoup de règles qui sont revues actuellement avec des nouveaux plans de validation. Et je pense aussi qu'on peut dire qu'on arrive à faire des modules fiables pour notre besoin, parce que sinon Tesla ne les montrait pas. Et ça pas en série, donc voilà. Après, on n'a pas le résultat de ce qui se passe dans le réel, ça c'est normal. Mais je pense qu'on arrive maintenant à faire des modules SIC qui vont être fiables et on commence à appréhender les modes de défaillance. Voilà. Sur le GaN, il faut qu'on s'y mette, on commence à s'y mettre. Voilà. On commence à construire, c'est en cours de construction sur le GaN. D'accord. Des projets aussi, parce que pareil, il va falloir qu'on regarde. Et autant sur le SIC, on est sur des profils onduleurs qui sont assez courte durée, on va dire. Quand on attaque le GaN aujourd'hui dans un chargeur qui fait véhicule to grid, véhicule to load, véhicule to plein de choses, il est allumé 24 heures sur 24 et pendant plus d'une dizaine d'années. Donc il va falloir qu'on a commencé nous à le faire sur le SiC, il faut l'étendre sur le GaN, de voir effectivement la tenue de ces composants-là, mais sur des cycles beaucoup plus longs finalement de vieillissement, même si c'est peut-être moins stressant en termes par rapport à un onduleur, mais il dure beaucoup plus longtemps. Donc il y a vraiment nécessité sur ces nouvelles technos et les puces qu'on aura dans ces produits-là, qui commencent juste à apparaître maintenant. On commence à avoir quelques composants pour les chargeurs qui sont même pas des samples validés. Il faut qu'on mène tout ce travail pour être prêt à l'horizon 2025-26 à partir en série avec ces composants-là. Voilà. Et ça attaque aussi bien la puce elle-même que le packaging. Parce que autant aussi qu'on est à peu près arrivé à des solutions de puces de taille équivalente et puis on a des choses bien, autant en GaN, c'est juste Big Bazar, quoi. Il n'y a pas une puce qui ressemble à une autre et pas un boîtier qui ressemble à un autre. Donc pour l'instant, c'est très compliqué d'arriver à converger sur le GaN. Alors Yoron va lever la main, bien sûr. Et il a raison. Mais pour nous, à chaque fois que je vois un fournisseur de GaN, je dis mais arrêtez de faire des choses différentes des autres. Essayez d'un peu de se communaliser. Je veux dire, le TO220 du GaN, on ne l'a pas encore. Et on est très très loin de l'avoir. Donc ça sera aussi une contrainte sur l'aspect fiabilisation parce qu'il y a la puce et l'assemblage qu'on en fait après. Et sur le GaN, on est sur des assemblages de boîtiers qu'on utilise sur des PCB ou des puces dans les PCB. Mais dans les deux cas, il va falloir qu'on les valide, quoi. Il y a SPCEM aussi qui peut créer des problèmes de fiabilité et impacter d'autres systèmes dans l'automobile. Oui, il peut y avoir tout. On a eu le cas avec un client à nous qui a utilisé le même système avec les mêmes composants, théoriquement avec le même câblage dans deux différentes voitures pour un système de start-stop. Et dans un cas, pas de problème. Dans l'autre cas, il y avait des problèmes. Donc, on va découvrir plein de choses. Même si on pense qu'on est tout prévu, c'est très difficile d'être sûr sur ces nouvelles technologies.
Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est on a aujourd'hui certainement des procédés qui nous permettent de fournir des composants et des systèmes qui sont fiables, mais je pense qu'il y a aussi un certain surdimensionnement qui va au fur et à mesure être réduit pour réduire les coûts. Donc ça va certainement arriver. Donc, on va réduire la taille de la métallisation, la taille des CDC. Au lieu de prendre de l'or, on va peut-être prendre de l'aluminium dans certains cas, etc., etc., etc. Donc, on va se rapprocher des limites. Donc, il faut très bien définir les standards de test et de validation. Aussi, les outils de test avec les modèles doivent être rodés. Ça, tout ça, c'est un travail qui est encore à faire et c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire uniquement en France. Il faut le faire à une échelle internationale et on travaille ensemble, par exemple, et je sais que Gilles, avec Valeo et d'autres, nous travaillons dans un cadre, par exemple, de European Center of Power Electronics, CPE, où on a de telles initiatives qui sont en train de définir des tests d'évaluation pour les composants, pour le packaging, la coopération avec JEDEC, avec les différentes organes de standardisation, avec les différents continents, avec des organismes qui sont partout dans le monde pour nous aider. Donc, il y a beaucoup de travail aussi avec les autres continents. Il ne faut pas oublier qu'ici en France, on n'est pas une île, mais on travaille avec les autres îles du monde. Oui, justement. Sur le... Non, mais on va devoir conclure rapidement, s'il vous plaît, Monsieur Lebras. Oui, sur la thématique de surqualification de produits qu'on rencontre beaucoup sur les passifs, il y a un fabricant d'automobiles français qui a l'habitude de dimensionner ces systèmes afin que 90% des conducteurs qui sont dans le lot des conducteurs consciencieux emmènent leur voiture jusqu'à 100 000 km. Donc on attend à peu près la même chose de la filière aussi automobile, c'est-à-dire de nous permettre de définir des profils de mission typiques en se disant que qu'on ne doit pas tenir aussi toutes les conditions de maltraitance qui pourraient arriver au niveau de l'électronique, comme des accélérations répétées à chaud, qui vont nous amener pour satisfaire 10% des conducteurs qui ne prendront pas soin de leur véhicule à un surdimensionnement de 100% du parc. Donc voilà, je pense que vous reconnaîtrez ce fabricant. Mais en tout cas, je trouve que cette approche-là permet de simplifier très largement et d'éviter les surqualifications pour avoir des véhicules qui soient accessibles à tous. Ouais, mais je dirais pour synthétiser, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas la température de la puce. Et en fait, ça nous bloque pour faire. Quand tu prends un moteur à essence, en fait, ils connaissent pas mal la thermique, ils savent faire des dératings très facilement. Donc le moteur est dimensionné à un point donné, et puis après, effectivement, on peut faire le cacou, mais à un moment donné, on n'aura plus la puissance max. Et en électronique, aujourd'hui, on ne connaît pas la température de la puce. La température de l'eau, mais en fait, la puce est très compliquée. Et effectivement, le jour où on aura bien réussi à la maîtriser, à la connaître, si tu veux, à la mesurer, à ce moment-là, ce jour-là, on pourra s'amuser à faire des dératings. Parce qu'effectivement, on n'ira pas surstresser le composant. Donc, je pense que c'est vraiment dans les travaux qu'on doit mener de fond, c'est voir avec les constructeurs comment on peut la mesurer correctement et la connaître puce par puce pour nous permettre, nous, à ce moment-là, de mettre les bons modèles derrière. Voilà. C'est ça qu'on est on est peut-être surdimensionné aujourd'hui un petit peu, mais au moins le client, ça casse pas. Hein. On n'a pas de retour en véhicule électrique, on n'a pas de retour de fiabilité, je dirais, sur les modules aujourd'hui, hein, parce qu'on est peut-être un petit peu surdimensionné. Et cette courbe d'apprentissage va prendre des années parce qu'on dimensionnera pas en dessous. Apparemment, une voiture pas fiable, on peut pas. Donc, effectivement, le travail, on mènera sur la thermique des puces, je pense, en premier. Je conclurai, Pascal, simplement en une phrase en disant que Mersen, comme vous le savez, est un des leaders du fusible de protection pour les voitures électriques. Un, on en vend beaucoup, et deux, on compte continuer à en vendre beaucoup. Donc, en termes de fiabilité, c'est sympa avec nous aussi. Hein. D'accord. Très bien. J'aurais juste une toute dernière question et je vous demande d'y répondre en 10 secondes chacun. Est-ce que tout le monde est autour de cette table ronde virtuelle est aussi optimiste que Rémi Bastien sur le fait que l'électronique de puissance de l'automobile est une chance pour l'électronique française ou européenne? Très, très succinctement, s'il vous plaît. Qui veut intervenir? Oui, je pense que c'est une chance. On est actuellement leader sur le marché avec plusieurs sociétés qui sont très fortes là-dedans. Donc, je pense que c'est une chance. Oui. Il faut juste qu'on garde cette avance, qu'on investisse dans ce que nous avons évoqué tout à l'heure, donc la coopération, la vitesse, le développement et l'apprentissage rapide avec des gens qui sont compétents.
D'accord. On a un bel écosystème en France, là, je vous rejoins tout à fait. Moi, j'avais juste un petit peu en arrière-plan une pensée quand même autour de la notion de différenciation. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura nos modules SiC ou GaN qui fonctionnent bien, que tout le monde aura plus ou moins le même inverteur et les mêmes batteries lithium-ion, comment on différencie un constructeur d'un autre, ce qui aujourd'hui est relativement faisable sur des moteurs thermiques. On est un spécialiste du diesel, du V6 ou que sais-je. Qu'est-ce que ça veut vouloir dire demain en termes de motorisation électrique? Comment on se différenciera et dans 10 ans, on sait que ces technos seront matures. Oui, on se différencie sur les choix des moteurs, tu vois, ce moteur aimant, moteur rotobobiné, on se différencie sur le pilotage des moteurs, on se différencie sur pas mal de petits sujets, voilà. Mais effectivement, à un moment donné, ce sera à peu près les mêmes, mais il y a quand même des familles, tu vois, en fonction des fournisseurs et des choix qui sont faits différents. On se différencie par exemple sur un hybride, sur comment il fonctionne. Tu vois, un hybride Renault n'est pas un hybride Toyota et n'a pas les mêmes modes de fonctionnement. Donner comme satisfaction au client n'est pas la même et correspond peut-être à un besoin plus français européen qu'un besoin japonais dans ce cas-là, par exemple. Voilà, donc c'est notre réponse à nous en termes de constructeurs sur le besoin du client et du besoin en fonction des pays, quoi. Voilà. D'accord. Je vous propose de terminer là-dessus. Le temps qui nous était imparti est désormais terminé. Donc merci vraiment à tous les 6 pour nous avoir donné cette vision de ces enjeux électroniques de puissance de l'automobile. Merci à tous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne suite de journée. Merci. Merci, à bientôt. Et je redonne la parole au maître de cérémonie. Bonne journée. À bientôt sur les canaux, à tout de suite d'ailleurs, sur les canaux que nous ouvrons dès maintenant. Oui, je le précise, c'est Gilles Rizzo. Bonjour à tous. Les canaux sont ouverts. Donc vous avez les 3 canaux